Collègues, nous allons ouvrir notre réunion qui se déroule ce matin, donc première partie sous forme d'audition publique et puis ensuite deuxième partie à huis clos. Alors nous recevons d'abord ce matin Luc Mampé, qui est directeur du GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, pour une audition donc qui est ouverte sur le thème du contrôle et de la transparence des exportations d'armement. Nous recevrons ensuite, dès la fin de cette première partie de l'audition, cette fois-ci à huis clos, à sa demande, la secrétaire générale à la Défense et à la Sécurité nationale, Claire Landais, qui sera accompagnée de Bertrand Lemeur, directeur adjoint de la Direction des affaires internationales stratégiques et technologiques. Ils reviendront en détail sur le dispositif français d'autorisation d'exportation de matériel de guerre, dont le SGDSN est un rouage central. Le GRIP, je reviens vers vous, vient de publier un recueil, je crois que vous les avez distribués, sur les dépenses militaires, la production et le transfert d'armes dans le monde. Il souligne que ces dépenses ont représenté 1 739 milliards de dollars en 2017, soit 2,2% du PIB mondial, en hausse par rapport à 2016. Concernant les exportateurs, les États-Unis et la Russie sont très largement en tête, représentant à eux deux 57% des exportations. Un second groupe constitué de la France, l'Allemagne et la Chine vient très largement derrière, représentant à eux trois un peu plus de 18% des exportations. Les exportations françaises se sont pour leur part élevées à 7 milliards d'euros environ en 2017, un montant situé dans la moyenne annuelle des dernières années. Les 5 plus gros importateurs sont par ordre décroissant: l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Chine. Le débat sur les exportations d'armement est pleinement d'actualité. C'est un débat complexe qui suppose que nous prenions le temps de bien en mesurer les enjeux. Les exportations d'armement garantissent la pérennité de notre base industrielle et technologique de défense, dont le financement à terme ne peut être assuré uniquement par les commandes publiques françaises. C'est donc bien un enjeu de souveraineté nationale, une condition de l'autonomie stratégique de la France. Mais nous savons aussi que le commerce et la dissémination des armes peuvent avoir des effets déstabilisateurs sur la sécurité internationale, d'autant que les plus gros importateurs d'armement sont souvent des pays situés dans des zones géographiques sous tension, directement ou indirectement mêlés à des conflits. Je pense évidemment aux Proches ou au Moyen-Orient. Notre pays, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a une responsabilité particulière pour garantir la paix, la sécurité internationale et le respect du droit international. La France est liée par des engagements dans le cadre du traité sur le commerce des armes, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2013 et par la position commune européenne de 2008. Par ces deux textes, notre pays s'est engagé à ne pas vendre ou transférer des armes lorsqu'existe un risque qu'elles soient utilisées en violation du droit international humanitaire ou des droits de l'homme. La France doit rendre des comptes sur le respect de cette interdiction en transmettant des informations sur les licences accordées et les matériels exportés. Un dispositif de contrôle des exportations d'armement devant lui permettre de respecter ses engagements internationaux a été mis en place. Le Parlement est associé principalement via la publication d'un rapport annuel sur les exportations d'armement que nous venons d'ailleurs de recevoir. Ce rapport donne des éléments, mais ne comporte pas d'informations de nature à permettre au Parlement de contrôler la légalité des ventes d'armes. Il en va de même pour les rapports effectués dans le cadre des engagements internationaux de la France auprès de l'ONU d'une part et auprès de l'Union européenne d'autre part. Plusieurs de nos collègues ont déposé des propositions de résolution visant à créer des commissions d'enquête chargées de vérifier le respect par la France de ses engagements internationaux dans le cadre des exportations d'armes aux parties impliquées dans le conflit du Yémen. Conformément à une pratique constante pour ces propositions de résolution, la Commission des affaires étrangères procédera à la nomination d'un rapporteur dès lors que l'une de ces propositions fera l'objet d'un droit de tirage pour la création d'une commission d'enquête par un groupe d'opposition ou minoritaire, ou sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à l'initiative d'un groupe politique. Voilà les raisons de fond et d'actualité qui m'ont conduite à ouvrir aujourd'hui cette réflexion sur le cadre des exportations d'armes de la France et les modalités de leur contrôle, en particulier bien sûr parlementaire. Je suis convaincue que nous pouvons agir pour améliorer les procédures et la transparence des autorisations d'exportation. Les Européens sont en principe tous soumis aux mêmes règles, mais les pratiques sont en réalité sensiblement différentes.
dans un contexte où nos industries de défense sont encore largement en concurrence les unes avec les autres. Chez certains de nos voisins, je pense à l'Allemagne et aux Pays-Bas, les parlements sont mieux associés à la politique d'octroi des licences d'exportation et disposent d'une information régulière et détaillée leur permettant d'apprécier la légalité et l'opportunité de ces exportations à l'aune des différents critères. Il existe dans certains parlements, à l'instar du Royaume-Uni ou de la Suède, des délégations parlementaires ad hoc spécialisées sur les exportations d'armements. En Italie, le rapport au Parlement est particulièrement détaillé. Et aux États-Unis, vous nous en parlerez également, le Congrès est pleinement associé en amont même des décisions à prendre. Monsieur le directeur, nous attendons donc de vous des éléments de comparaison sur les bonnes pratiques susceptibles de nous inspirer pour renforcer le contrôle parlementaire des exportations d'armements et s'assurer que le droit international est bien ici pleinement respecté. Je vous donne la parole pour une 20, 25, 30 minutes. Prenez le temps de bien nous dire ce qui se fait ailleurs et puis ensuite nous aurons le dialogue habituel avec nos collègues. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette assemblée. Donc, Madame la Présidente l'a dit, donc je suis directeur du GRIP, qui est un centre de recherche établi à Bruxelles depuis 1979. Nous allons fêter l'année prochaine nos 40 ans. Je vous invite à le consulter. Je pense que vous pourrez y trouver certaines informations intéressantes sur le commerce des armes, mais pas uniquement. Et j'ai apporté, mais je pense qu'elles ont toutes été distribuées déjà, quelques publications en lien avec le sujet, que ce soit sur la guerre du Yémen, sur la question du contrôle de la destination finale, ou des données générales sur les dépenses militaires. Je vous donne aussi la référence sur ce transparent d'un rapport qui a été établi par notre alter ego flamand, si je puis dire, en Belgique, avec lequel nous travaillons étroitement malgré nos problèmes communautaires, et cela au quotidien, qui a établi un excellent rapport auquel nous avons collaboré, qui est justement une analyse comparative des systèmes de contrôle d'exportation d'armes dans l'Union européenne. C'est un document récent de fin 2017, et sur lequel nous continuons à travailler et qui sera mis à jour dans les mois qui viennent. Donc, je voudrais commencer quand même par prendre 2 ou 3 minutes pour remettre la question dans son contexte et signaler d'emblée que la question du contrôle du commerce des armes, c'est finalement une matière relativement neuve et qui a très longtemps échappé à tout contrôle international, il faut tout de même le rappeler. Pendant très longtemps, ce sont les principes de souveraineté, de politique étrangère nationale et les intérêts économiques nationaux qui ont empêché toute tentative de mettre en place un régime international de contrôle des exportations d'armes. Les gouvernements évaluaient l'opportunité de leurs exportations d'armes exclusivement au regard de 2 critères. C'était leurs intérêts de sécurité nationale et les intérêts économiques nationaux. Et ce n'était déjà pas très simple. Depuis le début des années 90, toutefois, il y a un 3e élément qui s'est invité, c'est cette notion de commerce des armes responsable. Alors, c'est évidemment tout un programme qui met l'accent sur les droits humains, sur les conséquences humanitaires des ventes d'armes, sur la prévention des conflits, et il en résulte un changement normatif capital dans la mesure où ces questions des droits humains, de bonne gouvernance, ne sont plus aujourd'hui seulement des éléments périphériques pour évaluer les exportations d'armes, mais sont devenues la question centrale. Ce qui a pour conséquence que ce ne sont plus seulement les intérêts stratégiques, économiques du pays exportateur qui sont pris en compte pour évaluer l'acceptabilité d'une exportation d'armes. Désormais, les systèmes de contrôle prennent aussi en compte la situation et les intérêts du pays importateur, qui deviennent même finalement prioritaires, notamment dans la législation européenne, qui est sans ambiguïté à ce propos, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Et donc, aujourd'hui, une décision d'exportation d'armes devra trouver l'équilibre entre 3 objectifs très différents, très difficilement conciliables, qui sont les intérêts stratégiques, les intérêts économiques et une dimension éthique relative aux droits humains notamment. Alors, sans s'étendre sur la question, plusieurs initiatives internationales ont été prises au cours des 30 dernières années pour tenter de mieux encadrer, de mieux réguler le commerce des armes. Mais il faut rappeler tout de même
Et il ne faut pas oublier l'histoire sur ces questions-là, que c'est tout de même la première guerre du Golfe en 1991 qui a certainement contribué le plus à faire bouger les lignes. Les troupes de la coalition avaient en effet été confrontées à cette époque à des équipements militaires qui avaient été vendus très peu de temps auparavant par ces mêmes pays occidentaux au régime de Saddam Hussein. Et cet effet boomerang a sans aucun doute été déterminant dans les décisions qui ont été prises par la suite au cours des années 90 pour encourager un contrôle plus strict sur le commerce des armes. Notamment au sein de l'Union européenne, je ne vais pas m'étendre sur les procédures, sur les textes en toi, mais nous venons de célébrer les 60 ans du traité de Rome, il n'y a pas si longtemps. Il faut tout de même se souvenir que pendant plus de la moitié de ce temps, les questions militaires, et par conséquent aussi celles liées à la production et au commerce des armes, sont restées explicitement exclues du champ de l'intégration européenne. Il y a eu trois facteurs. D'une part, une prise de conscience croissante des conséquences de la prolifération pouvant contrôler des armements conventionnels. D'autre part, une volonté traditionnelle de l'Union européenne de se profiler comme une puissance normative au niveau international. Et enfin aussi, Madame la Présidente l'a souligné, une volonté aussi de soutenir et de renforcer, même pour l'Union européenne, la base industrielle et technologique de défense. Trois facteurs qui ont conduit les institutions européennes à adopter deux initiatives de régulation qui ont un impact fondamental, sur le cadre législatif des exportations d'armes des États membres. C'est la position commune du 8 décembre 2008, qui encadre principalement les exportations d'armes extra-communautaires, et c'est la directive 2009-43 du 6 mai 2009, qui a pour but de simplifier les transferts intracommunautaires, et sur laquelle je ne vais pas m'étendre, puisque c'est quand même, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas aucun problème dans la mise en œuvre de cette directive, mais c'est quand même principalement nos exportations en dehors de l'espace communautaire qui posent problème, en particulier aujourd'hui. Alors concentrons-nous sur cette position commune qui concerne nos exportations en dehors de l'Union européenne. Cette position commune, finalement, elle a déjà, même si elle ne date que de 2008, elle a une très longue histoire. Plusieurs initiatives sur le contrôle des armements avaient déjà été prises dès le début des années 90, dans le cadre de la préparation du traité de Maastricht en 1993, et notamment l'adoption déjà en 91-92 par les conseils européens de Luxembourg et de Lisbonne de 8 critères qui introduisaient des considérations liées aux droits humains, à la prévention des conflits, pour l'évaluation de l'octroi des licences d'exportation, 8 critères qui fondent donc déjà depuis 1991 les principes de ce commerce des armes qui est voulu plus restrictif et plus responsable. En juin 1998, ces 8 critères ont été formalisés dans un code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes, un document qui était politiquement contraignant, qui était complété par un ensemble de principes et de procédures sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Document purement politique dont l'efficacité a assez rapidement été mise en question. Et il a fallu attendre 2008 pour permettre une évolution importante de ce texte. En 2008, en effet, vous vous en souviendrez, la Commission européenne avait proposé ce qu'on appelait le paquet défense, qui est composé de 2 directives, la directive de 2009 sur les transferts intracommunautaires, une autre directive sur les marchés publics de défense, de même qu'une communication interprétative sur l'article 346 du traité de Lisbonne, qui fixait donc des restrictions en matière d'armement pour le marché unique. Et la procédure de codécision au sein de l'Union européenne avait pour conséquence que le Parlement européen devait apporter son soutien à ces textes proposés par la Commission européenne. Et ce fut en quelque sorte donnant-donnant. Le Parlement européen a apporté son soutien au paquet défense proposé par la Commission, en échange de quoi elle obtenait la transformation du code de conduite sur les exportations d'armes en une position commune, qui cette fois était un document qui est juridiquement contraignant pour l'ensemble des États membres. Mais on remarquera quand même que finalement, les 8 critères
de base dont on parle très souvent sont restés, eux, pratiquement inchangés, et cela déjà depuis 1991, ce qui signifie que cela fait plus de 25 ans que les exportations d'armes de l'Union européenne sont évaluées sur les mêmes bases. Donc, on a deux instruments, cette directive et la position commune, qui poursuivent un double objectif de convergence européenne. Une directive qui simplifie les transferts intracommunautaires pour créer un marché européen de la défense, et cela peut se comprendre, tandis que la position commune veut, elle, introduire des normes communes pour les exportations, des contrôles renforcés au regard des droits humains, au regard de la prévention des conflits, de la paix, de la stabilité internationale, pour l'évolution des licences d'exportation en dehors de l'espace communautaire. Le petit tableau ici vous indique un peu la différence entre ces deux textes. Il faut tout de même souligner que cette position commune, bien qu'étant juridiquement contraignante, mais c'est un instrument qui s'inscrit dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ce qui veut dire que finalement la Cour européenne de justice n'est pas compétente en cas de sanctions éventuelles à cette position commune, ce qui relativise quand même beaucoup sa portée et qui nous prive effectivement de tout mécanisme de sanction pour les États qui contreviendraient de manière flagrante et systématique. Donc je vous propose d'examiner maintenant cette question de l'harmonisation, de la comparaison entre les pratiques, en procédant à une certaine analyse comparative d'une série de pays dans 3 domaines particuliers. Il pourrait y en avoir d'autres, j'en ai sélectionné 3, ceux qui me paraissent le plus importants. C'est d'une part le cadre institutionnel dans lequel s'organise le contrôle des exportations d'armes. D'autre part, c'est la question des contrôles de la destination finale et de l'utilisateur final. Et enfin, la question de la transparence et du contrôle parlementaire qui, évidemment, est un élément fondamental. Alors, il n'est évidemment pas possible d'être exhaustif. Je propose de nous concentrer sur un échantillon de pays qui sont ceux sur lesquels nous avons fait les études les plus approfondies, notamment avec nos collègues de l'Institut flamand pour la paix. C'est la France, mais j'imagine que là, vous en connaissez bien plus que moi. C'est l'Allemagne, c'est la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni. Et pour la Belgique, petite particularité, je ne sais pas si vous êtes tous au fait de cette particularité belge, mais en Belgique, depuis 2003, la compétence sur le commerce des armes a été régionalisée. C'est aujourd'hui une compétence qui appartient aux régions, ce qui peut paraître extrêmement surprenant. C'est une évolution face à laquelle nous étions résolument opposés pendant très longtemps. C'est très surprenant. Il n'empêche que finalement, ça ne marche pas si mal que cela et que malgré tout, ça apporte quelques enseignements que je vais évoquer ici. Mais effectivement, ça pose des problèmes notamment de cohérence au regard de la politique étrangère qui, elle, reste une compétence évidemment fédérale, de même que la défense. Donc le cadre institutionnel, le système de contrôle des exportations d'armes n'est évidemment pas né d'un vide institutionnel. Dans chaque pays, c'est une matière qui s'inscrit dans les compétences d'un domaine politique particulier, mais qui est souvent très variable. Et l'autorité, finalement, qui est en charge des licences d'exportation, et le ministère qui est prépondérant, et dont dépend finalement la décision, eh bien, c'est déjà là une première indication quant aux sensibilités qui domineront dans la recherche de l'équilibre mentionné précédemment. Un petit tableau qui illustre le propos aussi, la dernière colonne indique simplement le ministère qui est prépondérant dans la prise de décision, mais qui n'est pas nécessairement unique. Et finalement, je vous disais que parfois notre système régional apporte quelques enseignements. En Flandre, le système est le plus clair, à mon sens, puisque l'octroi des licences d'exportation d'armes est une compétence des affaires étrangères au niveau régional. Compétence des affaires étrangères, point. Aucun autre ministère, aucune autre administration n'intervient dans le processus. Ce qui illustre très bien que, aux yeux du gouvernement flamand, vendre des armes, ce n'est pas du tout une transaction commerciale comme une autre, c'est avant tout une décision importante de politique étrangère.
Je vais prendre l'exemple de la Wallonie, puisque c'est ma région, où les ventes d'armes sont là aussi une compétence exclusive du ministre-président qui a dans ses compétences les relations internationales, donc les affaires étrangères au niveau des régions. Mais le service des licences est un service qui est rattaché au ministère de l'économie et de l'industrie. Et je ne dois pas vous faire de dessin, évidemment, pour montrer que très très vite, dans ce contexte, les enjeux socio-économiques, l'emploi, les conséquences à notre niveau, souvent local ou sous-régional, reprennent très très vite le dessus dans les discussions, dans les débats. Je ne vais pas passer tous les pays en revue, mais dans tous, la décision finale implique un nombre relativement important d'acteurs. Bon, en France, ici, on indique la France qui a sans doute un rôle, la défense qui a un rôle prépondérant, mais vous avez votre comité interministériel qui là aussi, Premier ministre, mais qui implique quand même des consultations assez larges et des pays. L'exemple de la Hongrie, lorsqu'on regarde dans le détail, c'est une compétence affaires économiques, et finalement, l'ensemble des ministères pourraient être consultés sur les questions d'exportation d'armement. La question du contrôle de la destination et du contrôle de l'utilisation finale. C'est aussi un point où il y a d'énormes différences entre les pays, des différences qui subsistent sur cette question de l'utilisation finale. Lorsqu'on réfléchit à l'octroi ou non d'une licence d'exportation, on doit d'une part évaluer la légitimité et l'opportunité de l'exportation en examinant l'ensemble de critères que j'ai déjà évoqués, mais sur lesquels je vais revenir. Il faut ensuite définir correctement qui sera le destinataire final et qui sera l'utilisateur final. Et puis, il y a un troisième élément qui est aussi de pouvoir contrôler l'utilisation finale. L'utilisateur final ne donne pas nécessairement d'indication sur ce que sera réellement l'utilisation finale, in fine, de l'armement exporté. Et les différences portent aussi sur la manière de vérifier si l'usage déclaré correspond bien à l'usage réel qui en sera fait. Et enfin, quatrième point, les gouvernements exportateurs tentent généralement aussi de conserver un contrôle sur les équipements exportés après la livraison, notamment pour éviter les réexportations ultérieures non approuvées, et ceci peut justifier l'existence de mesures restrictives. Alors, il faut rappeler ici que les critères établis par la position commune sont légalement contraignants donc juridiquement contraignants pour l'ensemble des États membres, qu'ils prennent en considération les droits de l'homme, la prévention des conflits, la démocratie, le maintien de la paix, et que toutes les autres considérations, toutes, qu'elles soient sociales, économiques, industrielles et commerciales, leur sont subordonnées. L'article 10 de la position commune est on ne peut plus clair sur ces questions-là. Ce sont les questions relatives aux droits humains, la situation de nos pays de destination, stabilité, paix, etc., qui sont prépondérants dans les prises de décision. Les critères de la position commune ne sont pas nécessairement non plus transposés exactement de la même façon dans toutes les législations nationales. En Belgique, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, ou même à Bruxelles, qui a une compétence aussi, on les a copiés in extenso, on a fait un copier-coller de la position commune dans les textes, dans les décrets des différentes régions, en y ajoutant simplement parfois quelques contraintes, enfin dans tous les cas des contraintes supplémentaires, notamment des interdictions dans les cas où les péninsulations emploient des enfants soldats, un exemple. La Hongrie est un pays qui fait figurer les critères de la position commune en annexe de sa loi. La Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont fait le choix de maintenir dans leur législation leurs critères nationaux, mais qui reflètent toutefois évidemment étroitement les critères de la position commune. Les Pays-Bas, la France n'ont pas transposé les critères tels quels dans leur loi qui ne précise pas non plus quels sont les critères nationaux, mais les rapports nationaux de ce pays précisent évidemment qu'ils se réfèrent, bien entendu, aussi aux critères de la position commune. Et donc, c'est important de souligner que si... donc les critères, les voici, mais on y reviendra, que si la position commune est un document finalement assez concis, puisque, si vous l'avez eu en main, c'est un petit document de moins de 5 pages, mais c'est un document auquel est assorti un guide d'utilisation
et qui, lui, est une brique de plus de 100 pages, et qui a pour objectif d'expliquer aux États comment interpréter les différents critères de la position commune. Et là, il faut distinguer dans ces différents critères aussi les critères 1 à 4, qui sont des conditions explicites de refus systématiques. Les 4 premiers critères de la position commune commencent tous par les mots « les États membres refusent l'exportation si ». Ce sont des cas dans lesquels il n'y a pas matière à discussion, si je peux dire, tandis que les critères 5 à 8 sont des éléments qu'il faut prendre en considération et qui commencent par les mots « les États membres tiennent compte de ». Il est intéressant de noter cependant que pour les critères 1 à 4, qui sont des critères qui excluent l'exportation si le pays de destination ne répond pas à ce qui est énoncé dans le critère, il y a tout de même 2 pays qui ont fait le choix d'être encore plus restrictifs que cette position commune pour les critères 1 à 4. En omettant, et je vais donner un mot d'explication, en omettant le lien causal qui est souvent exprimé qui est dans les 4 cas exprimés dans ces critères, et notamment pour le critère 2 relatif aux droits de l'homme, critère 3 qui est relatif à la situation interne, et le critère 4 qui est relatif à la situation régionale. Alors un petit exemple pour illustrer cette question de lien causal. Prenons l'exemple du critère 2 de la position commune, qui prévoit que les États membres refusent l'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie des équipements militaires dont l'exportation est envisagée sert à la répression interne. Il refuse aussi s'il existe un risque manifeste que ces équipements dont l'exportation est envisagée serviront à commettre des violations graves du droit militaire international. Donc, il faut d'abord définir ce qu'est un risque manifeste, et le lien causal, il est là. C'est qu'il ne suffit pas, au regard de la position commune, qu'il y ait violation des droits de l'homme. Ce que dit la position commune, c'est qu'il faut effectivement interdire l'exportation si c'est l'armement qu'on veut exporter à l'instant T, aujourd'hui, qui va servir à cette répression, qui va l'encourager, qui va servir à commettre des violations graves au droit humanitaire international. Et c'est là qu'il faut se référer évidemment à ce guide d'utilisation en l'usage des États membres, où là, à la lecture de cela, je pense que ça laisse un petit peu perplexe. On peut lire dans la définition qui est donnée du risque manifeste que finalement, ce sont les termes du guide d'utilisation, les cas isolés de violation du droit humanitaire international ne sont pas nécessairement révélateurs de l'attitude du pays destinataire à l'égard de ce droit et ne peuvent en soi être considérés comme justifiant un refus de transfert d'armement. Il y aurait lieu de s'inquiéter vivement si une certaine constance était observée dans la violation ou si le pays destinataire ne prenait pas les dispositions voulues pour sanctionner de tels actes. Je me demande un petit peu de qui on se moque quand on énonce des textes pareils, mais finalement, il ne faudrait pas s'étonner évidemment que le critère 2 de la position commune sur les droits humains a une portée assez limitée dans les faits. Et quand je disais que certains pays étaient passés outre cette question du lien causal, eh bien, c'est notamment la Suède, qui élimine ce lien causal sur la question des droits de l'homme, et la Suède et l'Allemagne qui éliminent ce lien causal pour la question de l'évaluation de la situation interne et régionale. Simple exemple ici, excusez-moi, mais ce sont les textes qui viennent des législations respectives, qui existent aussi en anglais, que je n'ai pas traduit, qui n'existent pas en français malheureusement, mais que je n'ai pas traduit non plus. Mais prenons simplement le critère 2, le cas de la Suède, c'est simplement lorsqu'il y a des violations graves des droits de l'homme dans le pays destination, on n'exporte pas et on n'établit pas ce lien causal entre le matériel spécifique qu'on veut exporter à un moment donné. C'est le principe général d'une violation des droits de l'homme qui est retenu. Ce sont évidemment des nuances tout à fait fondamentales surtout lorsque nous évoquons la situation dans des pays tels que, comme c'est le cas aujourd'hui, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie, qui sont 3 pays qui nous préoccupent tout à fait particulièrement. Et malheureusement, je vais quand même tempérer un petit peu mon propos par rapport à ce que je dis sur la Suède et la Turquie, c'est que malgré cette approche beaucoup plus restrictive, mais
on peut constater que cette approche plus restrictive n'a pas nécessairement les effets auxquels on aurait pu s'attendre lorsqu'on voit des décisions qui sont prises effectivement aussi dans ces pays. Les critères étant définis, il faut encore déterminer à qui ils s'appliquent. Très souvent, le premier destinataire n'est pas nécessairement l'utilisateur final, c'est en tout cas très souvent le cas lorsqu'il s'agit de composants, certainement. Et donc la question de savoir dans quelle mesure les gouvernements établissent réellement une distinction entre le destinataire, le pays de destination finale, initial, pardon, la destination finale, l'utilisateur final, et finalement l'utilisation finale réelle qui en sera faite est une question fondamentale. Là aussi, les différences importantes, je ne vais pas entrer dans les détails, il faut bien, on remarque effectivement, tous les pays tentent d'une manière ou d'une autre d'exercer un réel contrôle sur l'utilisation finale. Ils le font au moyen de différents documents, que ce soit le CUF, le certificat d'utilisation finale, que ce soit la DUF, une déclaration d'utilisateur final, que ce soit le certificat international d'importation, le C2I, que ce soit le certificat de non-réexportation, le CNR. Ce sont des documents qui existent partout. Ce qu'on observe, c'est que les pays pour lesquels ils sont nécessaires, les types de licences pour lesquels ils sont nécessaires, leur couverture géographique varie très fortement d'un pays à l'autre. Exemple là aussi, des pays comme l'Allemagne, la Flandre, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Hongrie, le Portugal sont des pays qui ne différencient absolument pas les destinations. C'est-à-dire que les documents qui sont relatifs à l'utilisateur final sont exigés dans tous les cas, et cela que la destination soit intra- ou extra-communautaire, c'est tout de même à souligner. Il y a beaucoup de pays qui ont malgré tout des listes de pays exemptés de certificat d'utilisation finale ou de certificat de non-exportation. C'est notamment le cas de la France, qui a une liste de pays exemptés de l'exigence d'un certificat de non-réexportation. On va trouver sur cette liste, ça peut se comprendre évidemment, les pays membres de l'Union européenne, on va trouver les pays membres de l'arrangement de Wassenaar, on va retrouver Singapour et l'Asie et l'Inde pour l'Asie, on va y retrouver par exemple le Chili et le Brésil pour l'Amérique du Sud, et pour le Moyen-Orient, on va y trouver le Moyen-Orient, on va y trouver le Koweït, on va y trouver le Qatar, on va y trouver les Émirats arabes unis, et on va y trouver aussi l'Arabie saoudite, ce qui à mes yeux pose tout de même question et est assez surprenant. Il vient ensuite la question des contrôles. Après ces contrôles a priori, on parle toujours de contrôles a priori, il y a aussi la question des contrôles qui peuvent avoir lieu rétrospectivement. C'est une question difficile. Ce sont évidemment les contrôles qui pourraient être les plus efficaces pour contrôler l'utilisation finale des exportations d'armes. Mais ils sont aussi difficiles à mettre en pratique. Ça demande du temps, cela coûte cher, cela suppose la collaboration des pays de destination qui ne sont pas toujours prêts non plus à accepter un contrôle sur leur sol, notamment face à des pays exportateurs qui ne font pas nécessairement le poids dans ces cas-là. Alors, dernier point que je voudrais aborder, parce que je vois que le temps passe tout de même, c'est la question de la transparence et du contrôle démocratique. L'accès à l'information est la condition initiale, condition nécessaire pour permettre évidemment le contrôle parlementaire, mais plus largement le contrôle sociétal sur la question des exportations d'armes. C'est loin d'être évident. Les gouvernements, et c'est une généralité, sont généralement assez peu enclins à spontanément communiquer sur le sujet pour de multiples raisons, qu'il s'agisse de confidentialité commerciale, de sécurité nationale ou de raisons diplomatiques vis-à-vis de leurs clients, par exemple. En 1998, le Code de conduite imposait aux États membres de publier un rapport national sur leurs exportations d'équipements militaires, sans toutefois réellement préciser quels étaient les éléments que ce rapport devait contenir, ni sur les informations qui devaient être rendues publiques. Mais on peut quand même dire que la transparence est quelque chose qui peut se mesurer par quelques indicateurs, c'est notamment la disponibilité, c'est-à-dire l'accessibilité à l'information, la fréquence du rapportage, la comparabilité, est-ce que les informations fournies permettent de comparer les données dans le temps, permettent de les comparer entre pays, l'étendue des informations données par type de licence, entreprise, etc., leur désagrégation aussi, notamment le degré de détail.
Alors, ce qu'on observe, c'est que, évidemment, c'est une obligation au regard de la position commune, c'est que tous les pays publient évidemment un rapport, et parfois aussi depuis une date très antérieure à l'obligation de 98. Par exemple, la Suède qui publie un tel rapport depuis 84. Mais il y a de très grandes différences, tout d'abord, quant à la fréquence de ces rapports. Hongrie et Portugal publient un rapport annuel, sans plus. La plupart publient aussi un rapport semestriel. À souligner tout de même que la Flandre en Belgique et les Pays-Bas ont la fréquence la plus importante avec des rapports qui sont mensuels. Et ça mérite d'être souligné, en particulier pour la Flandre en Belgique, qui a un très fort degré de précision, puisque ces rapports mensuels sont publiés dès le mois suivant sur le site du gouvernement flamand, avec un très grand nombre de détails. Chaque licence accordée ou refusée est expliquée séparément, avec sa valeur, le type d'équipement concerné, le pays de destination, etc. Pour le reste, il y a un degré de comparabilité, malgré tout, assez élevé, avec tout de même une particularité pour la Suède, que je voudrais la souligner aussi sur un tableau qui est lisible ici, mais je pourrais vous le transmettre par la suite. La Suède est le seul pays qui communique une ventilation des exportations d'armes par entreprise suédoise concernée, alors que tous les autres pays se retranchent généralement derrière la confidentialité des affaires pour ne divulguer aucune information qui permette d'établir le lien entre une transaction donnée et une entreprise donnée. Je pense que ça aussi, ça pose une question intéressante. Pourquoi ce qui est acceptable pour Saab en Suède ne le serait-il pas pour Nexter en France ou pour Fenerstal en Belgique, par exemple? Autre chose, autre point commun là dans tous les rapports, c'est que, et c'est aussi quelque chose qu'il convient de souligner, c'est que très peu d'informations est rendue publique au sujet du processus d'évaluation de l'octroi ou du refus de licence. Ce qu'on observe, c'est que depuis la position commune, déjà la code de conduite, nous disposons d'une information de plus en plus complète sur les résultats de la procédure d'évaluation, le nombre de licences, la valeur, les pays, mais on a très peu d'informations sur la procédure elle-même. Et là, c'est une généralité, c'est que l'opacité du processus est un point commun à l'ensemble des pays qui ont été examinés. Le rôle des parlements, tout de même. Dans quelle mesure êtes-vous finalement activement impliqué dans le processus décisionnel pour contrôler ce système de contrôle d'exportation? Là aussi, on remarque que des pays ont des traditions assez différentes sur ce point, que ce soit en Flandre, aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni. Madame la Présidente l'a souligné déjà, les parlements sont activement impliqués au moment de la présentation du rapport annuel. Il s'ensuit de très nombreuses questions parlementaires, un vrai débat public, contrairement à la Hongrie ou au Portugal, où les parlements ne sont en aucune manière impliqués dans ce débat. En France, j'aimerais te contredire, vous êtes mieux placé que moi pour en juger, mais j'ai quand même le sentiment que le débat est assez pauvre et reflète surtout une approche d'exportation qui privilégie les intérêts nationaux, les intérêts industriels, les intérêts liés à l'emploi, sans que l'Assemblée nationale n'exerce un réel contrôle critique sur la politique d'exportation d'armes. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que, en tout cas dans les pays qui ont été examinés, il n'y en a que 3 qui ont réellement des instruments, des commissions parlementaires spécifiques qui s'intéressent à la question du contrôle des exportations d'armes. C'est le Royaume-Uni, avec le Committee on Arms Export Control, qui est chargé de contrôler la politique du gouvernement, et cela depuis 1999. En Suède, il y a une instance qui s'appelle au sein du Parlement le Export Control Council, qui est composée de 12 membres du Parlement et qui est chargée, elle aussi, de remettre un avis aux autorités compétentes avant l'octroi des licences d'exportation, en particulier sur les cas sensibles. Et je souligne quand même qu'en Wallonie aussi, nous avons au sein du Parlement wallon une sous-commission de contrôle de licences d'exportation d'armes au sein du Parlement wallon. Mais je souligne, parce que c'est aussi quelque chose qu'on constate souvent, que cela pourrait effectivement être un très bel outil
Mais ce qu'on observe, c'est qu'elle ne se réunit que 2 fois par an, à huis clos, lors de la présentation du rapport par le ministre-président, et que les parlementaires présents peuvent malheureusement se compter sur les doigts d'une main. Donc je crois qu'on passe là à côté d'une occasion, en tout cas de contrôle, qui pourtant existe dans les textes et dans les faits. Il y a quand même 2 avancées, et je vais bientôt terminer, 2 avancées qui méritent d'être soulignées. C'est aux Pays-Bas, d'une part, où il y a une motion parlementaire qui a été émise en 2011 et qui permet tout de même, qui impose au gouvernement d'informer le Parlement dans les 2 semaines pour les licences d'exportation émises de plus de 2 millions d'euros. C'est aussi là un renforcement du rôle du Parlement. Et en Allemagne aussi, il y a une obligation, une motion parlementaire de 2014 qui a introduit le principe d'un rapport semestriel qui n'existe pas, mais qui impose aussi de soumettre au Parlement les décisions qui sont prises par le Conseil de sécurité fédéral pour les dossiers sensibles, et cela dans un délai de 2 semaines après l'octroi ou le refus d'une licence. Alors, j'avais dit que je ferais rapidement un petit parallèle avec les États-Unis, et je pense que ça mérite, c'est intéressant de le faire, parce que finalement, je pense que c'est le seul pays où réellement le Congrès a un rôle particulièrement important à jouer. Aux États-Unis, c'est une matière qui est de la compétence du département d'État depuis 1935, donc c'est quand même une procédure qui a eu le temps de faire ses preuves. Qui est encadré, qui concerne soit des transferts du gouvernement au gouvernement, ce qu'on appelle les Foreign Military Sales, et j'ai lu récemment d'ailleurs que vous vous orientez vers un système similaire en France, et d'autre part, il y a les ventes commerciales qui, elles, sont encadrées par le Directorate of Defense Trade Controls, qui sont encadrées par 2 instruments législatifs, c'est le Arms Export Control Act et la norme ITAR, le International Traffic in Arms Regulation. Dans les 2 cas, ce qu'il faut noter, c'est que dès le moment où la transaction envisagée dépasse un certain montant, une notification préalable doit être faite au Congrès. Et les seuils retenus ici sont quand même intéressants aussi. Parce que pour les pays OTAN plus 5, la NATO plus 5, les pays membres de l'OTAN plus 5 pays, que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, Israël, et j'oublie le 5e, le seuil est de 25 millions de dollars pour les équipements majeurs et de 100 millions de dollars pour les autres biens et les services. Pour tous les autres pays, donc en gros pour les pays hors OTAN, ce seuil est de respectivement 14 et 50 millions de dollars, ce qui ne sont tout de même pas nécessairement des montants particulièrement élevés. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que pour les armes légères de petit calibre, les ALPC, qui, à mes yeux, et en Belgique, je suis bien placé pour le savoir, parce que c'est quand même une question de prolifération et d'enjeu de sécurité tout à fait particulière, pour les ALPC, ce seuil est ramené à 1 million de dollars. Toute exportation d'ALPC qui dépasse 1 million de dollars doit être soumise au Congrès de façon préalable. Et le Congrès dispose d'un délai de 15 à 30 jours après notification pour éventuellement émettre une résolution s'opposant à cette exportation. Donc c'est important. Et dernière chose, et je terminerai là-dessus, c'est que je pense que les États-Unis sont aussi le seul pays qui ont, et je pense que c'est d'abord une question de moyens financiers et budgétaires, le seul pays qui ont réellement les moyens de procéder à des contrôles a posteriori avec un système particulièrement intéressant qui s'appelle le programme Blue Lantern, qui existe depuis 25 ans, et qui consiste à faire vraiment des contrôles physiques à destination avec l'aide des ambassades américaines locales, et qui a conduit en 2017 à 429 contrôles, dont 68 ont quand même conduit à des évaluations négatives. Ce sont des coups de sonde, ça représente seulement un peu plus d'1% des licences accordées, mais c'est quelque chose qui est fait de manière régulière. Voilà, alors je vais en terminer là-dessus pour dire que je pense que c'est finalement en allant pêcher ce qu'il y a de mieux chez chacun de nos partenaires que nous pourrions certainement faire des avancées considérables en direction d'un commerce des armes plus responsable, comme le souhaite l'objectif normatif des institutions européennes. Et je terminerai tout de même avec une petite note plus critique, c'est que je pense que tant que le cynisme sera prépondérant, parce que je pense qu'au regard de la situation au Yémen, c'est vraiment de cynisme dont il faut parler, d'autres appelleront ça du réalisme.
Mais tant que cela ne fera pas place un peu plus d'humanisme, tant que ça ne fera pas place un peu plus de sens des responsabilités, parce que finalement les exportations d'armes d'aujourd'hui portent souvent en elles l'insécurité collective de demain, eh bien nous ne progresserons pas. Et je pense que c'est réellement dans ce type d'assemblée que les choses peuvent commencer à changer. Et donc, je vous remercie pour cette initiative. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup d'avoir fait ce tour d'horizon européen et puis un petit peu aussi américain. Voilà. Je vais maintenant donner la parole aux collègues. Pour La République En Marche, Nicole Lepay. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, je souhaitais vous interroger sur l'évaluation préalable par la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre dont font l'objet les demandes d'exportation. Cette évaluation se fait sur la base de 8 critères européens auxquels s'ajoutent des critères nationaux. Pourriez-vous nous indiquer si ces critères nationaux diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre? Et est-ce que la France applique une politique plus restrictive, par exemple, par rapport à ses voisins? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour les Républicains, Pierre Cordier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, merci pour ces explications, ces propos. C'est en voisin, finalement, Monsieur le Directeur, que je vous parle, puisque je suis élu du département des Ardennes. Et donc, étant donné que vous êtes wallon, on pourrait presque se parler en patois wallon. Merci pour ces explications. Et je dois dire que je suis un petit peu surpris de la manière dont les choses ont été présentées. Alors sur, j'allais dire, notre manière de contrôler les choses au niveau du Parlement français. En tous les cas, moi, je suis un jeune parlementaire. Je ne suis élu que depuis une année. Mais en tous les cas, je n'ai pas remarqué qu'on nous avait particulièrement sollicité sur ces questions, à moins que ça ait pu passer par la commission de la Défense et que ça nous aurait échappé. Mais en tous les cas, je crois que nous avons, Madame la Présidente, énormément de progrès à réaliser dans notre pays pour pouvoir atteindre non pas un seuil de confidentialité qui pourrait mettre en cause la sécurité nationale et autres, mais en tous les cas, je pense qu'on ne peut que progresser en France, surtout avec, j'allais dire, les comparaisons que vous nous avez faites qui sont particulièrement intéressantes. Je ne voudrais pas non plus, et je fais attention aux mots que j'emploie, par rapport à un certain nombre de contrôles, et je connais des industriels, notamment dans le département des Ardennes, qui travaillent pour l'armement. Pas forcément des pièces, j'allais dire, particulièrement dangereuses, mais qui sont nécessaires pour faire fonctionner un certain nombre de dispositifs. Et je dois dire que ces chefs d'entreprise me parlent très régulièrement des documents, des normes administratives à respecter, des documents à remplir particulièrement lourds, alors que j'ai l'impression, par rapport à la description que vous nous avez faite, que dans d'autres pays extra-européens, ou même à l'intérieur de l'Europe d'ailleurs, il y a beaucoup moins de normes. Donc c'est gentil de nous dire, par exemple, qu'au niveau des États-Unis, le Congrès a énormément de prérogatives sur le contrôle, etc. Mais on a l'impression, par rapport aux chiffres que vous nous avez donnés, 57% des exportations États-Unis et Russie, c'est quand même impressionnant en termes, j'imagine, de chiffre d'affaires et d'emplois dans les pays en question. En réalité, on se rend compte que l'Union européenne également s'auto-censure par rapport à des normes très, très, très importantes qui sont nécessaires, mais on se rend bien compte qu'au niveau des concurrents, on met tout ça de côté, puis on dit « Ah ben oui, mais le Parlement, le Congrès, en l'occurrence pour les États-Unis, contrôle les choses. » J'imagine qu'au niveau de la Russie, les choses doivent être plutôt souples concernant ces éléments-là. Donc je n'oublie pas que notre industrie est exportatrice, que ça concerne des milliers et des milliers d'emplois dans notre pays en Europe, mais je crois qu'il faut aussi insister sur toutes ces normes et tous ces documents à remplir qui peuvent être paralysants pour notre économie. C'est des éléments qu'il faut aussi aborder, même si ça peut paraître un petit peu cruel par rapport à ces exportations, parce que les autres ne se gênent pas. Merci beaucoup, Monsieur le député. Pour le mouvement démocrate, Bruno Fuchs. Madame la Présidente, merci. Merci de votre intervention. J'essaie d'élargir un peu la réflexion autour de l'usage des armes et différents terrains d'opération. En 2014, le traité du commerce des armes a constitué un pas majeur dans la volonté d'œuvrer dans le contrôle accru du commerce des armes. Ce traité, le premier par ordre d'importance dans le domaine du désarmement et de maîtrise des armements, est aussi le premier instrument universel juridiquement contraignant. Ce traité a permis certes un meilleur contrôle des exportations et des matériels militaires, vous en avez parlé pendant une bonne demi-heure, mais les dépenses militaires, elles, n'ont jamais été aussi importantes dans le monde au cours de la dernière décennie. Pour
pour atteindre 1 700 milliards de dollars en 2017. Des zones de conflit s'étendent peu à partir de noyaux localisés vers des régions entières aujourd'hui. À titre d'exemple, vous avez cité le Yémen, qui est en proie à une guerre civile doublée d'une intervention étrangère de plusieurs pays arabes. Ce conflit est auto-alimenté par des trafics d'armes, mais aussi, et vous l'avez juste signifié, par la vente de pays amis comme la France. Et donc, quelle relation la France a avec l'Arabie saoudite? Est-ce qu'on doit modifier clairement les relations qu'on a avec ce pays pour mieux contrôler l'usage final des armes? Autre exemple sur lequel je voulais interroger, en Afrique subsaharienne, la tension se concentre sur le G5 Sahel, dans cette zone livrée aux aléas libyens et aux groupes terroristes. Comment venir à bout d'une situation de déstabilisation et de déperdition des armes? Enfin, peut-être plus globalement, au-delà du conflit et des conflits régionaux, la question de la menace nucléaire reste une des plus manifestes, alors que pendant des années, l'Occident a cherché à limiter la prolifération nucléaire. Cette stratégie semble vouée à l'échec. La Corée du Nord, Israël, le Pakistan, autant de pays ayant acquis l'arme atomique en dépit des efforts pour les en empêcher. La désescalade prônée échoue et les tensions sont grandissantes, comme l'illustrent les propos entre Trump et Kim. Donc face à cette situation, quelles sont les pistes qui peuvent émerger pour apaiser les tensions et permettre d'éviter tout conflit fatal? Enfin, peut-être une question plus large. Alors que tout démontre que le monde ne s'avance pas vers le désarmement, bien au contraire, y a-t-il selon vous une voie pour œuvrer dans ce sens? Ou devrions-nous être résignés à regarder le monde s'armer toujours davantage? La grande différence, si j'ai bien compris, entre avant et aujourd'hui, c'est qu'à présent, on invoque les droits de l'homme et un commerce d'armes responsable, ce qui est quand même relativement difficile ou paradoxal, en tout cas, en la matière. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour UDI, Agir et Indépendant, Christophe Negelen. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Mambé, merci pour vos explications. Alors, l'Union européenne est le second plus gros exportateur d'armes conventionnelles. Et on sait que 8 critères sont retenus pour l'octroi d'une licence européenne d'exportation d'armes. Alors, j'aurais 3 petites questions. Premièrement, quels sont les critères que retiennent les États-Unis et la Russie? Et donc, est-ce qu'ils sont similaires à ce que retienne l'Union européenne, ou est-ce que ça crée indirectement une concurrence déloyale? Deuxième petite question, quel mécanisme l'Union européenne met-elle en place pour éviter la réexportation ou le détournement d'armement vers des pays ne satisfaisant pas les critères de la position commune? Et troisième, est-ce qu'ils sont aussi appliqués d'ailleurs pour les pays exportateurs hors de l'Union européenne? Et ma dernière question, on a très peu parlé de l'Inde ou de la Chine. Est-ce que ces deux pays ont une économie de l'armement? Est-ce qu'ils s'exportent? Comment est-ce qu'ils se positionnent? Quels sont leurs critères? On sait que dans les autres pans de l'économie, ces pays ne pratiquent pas toujours une concurrence qui est une concurrence saine et loyale. Et dans le cadre de l'économie de l'armement, est-ce que c'est le cas? Merci. Pour la Nouvelle Gauche, Alain David. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, au nom du groupe Nouvelle Gauche, je tiens à exprimer tout notre soutien à la proposition de résolution 856 tendant à la création d'une commission d'enquête sur les exportations d'armes au Yémen. Je crois de surcroît qu'il serait judicieux d'explorer aussi la possibilité d'une commission permanente de contrôle, à l'instar de ce qui se fait sur le renseignement. Une telle commission se justifierait pour des raisons de transparence qui, tout en respectant le cadre du secret défense, ne dévoieraient plus l'usage extensif de ce dernier. Je note d'ailleurs que cette transparence est appliquée en la matière au Royaume-Uni, en Allemagne, où il s'avère que les ONG œuvrent aussi auprès d'élus de ces deux pays pour faire valoir de meilleures pratiques. Pour rappel, la démarche de cette proposition de résolution n'est que préventive et que s'il y a des indices d'emploi d'armement français au Yémen, il n'y a aucun élément qui pourrait affirmer leur usage dans un crime de guerre. Au-delà de cette question de l'armement français au Yémen, un autre débat devrait s'ouvrir sur nos choix diplomatiques et politiques au Moyen-Orient qui peuvent apparaître déséquilibrés sur certains aspects, ce qui
place les ONG présentes sur le terrain sous le sceau d'un soupçon de partialité. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour la France insoumise, Clémentine Autain. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Mampé, pour votre exposé, parce que je l'ai ressenti comme une interpellation subtile sur nos responsabilités. Et donc, je veux là parler juste de la France, qui est quand même un des premiers pays exportateurs d'armes dans le monde. Et pourtant, la question du contrôle des armements exportés reste une sorte d'angle mort, voire un tabou de notre politique. Il y a une absence de réaction politique du gouvernement suite aux multiples interpellations des parlementaires qui ne dit pas autre chose. Proposition de résolution qui est restée lettre morte, on vient d'en parler. Question sans réponse, proposition de commission d'enquête qui ne trouve pas de débouché. Et ces interpellations, j'en ai fait aussi l'expérience pas plus tard qu'hier et à d'autres moments avec le ministre Le Drian. Aujourd'hui, je dirais que le Parlement est au fond tenu à l'écart de la question, pourtant extrêmement sensible, des exportations d'armes. Il y a un manque de données, un manque de transparence qui ne permet pas au Parlement d'exercer sa mission véritable de contrôle. Et il n'y a même aucune décision parlementaire pour ce qui concerne l'engagement de la France dans ses choix en termes de vente d'armes. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à une situation qui m'apparaît quand même particulièrement paradoxale, puisque nous vendons des armes qui servent à déstabiliser des régions tout entières. Je ne vois pas comment la France peut encore continuer à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Et j'ai vu que vous l'aviez mentionné, puisqu'on sait très bien que non seulement cela présente, je reprends vos termes, enfin qui sont les termes légaux, un risque manifeste en termes de droits humains, en termes de stabilité de la région. Donc, quelque part, la France contrevient au texte qu'elle a signé, aux conventions, aux normes internationales, européennes sur lesquelles elle s'engage. Et c'est assez révoltant, voire scandaleux, de voir la France signer des choses et faire autre chose. Donc, je n'ai pas vraiment de questions à vous poser, parce que je vois bien que vous nous exposez une situation, qu'on est devant un fait politique, et il y a un hiatus entre les deux qui me paraît assez dramatique. Et c'était très intéressant de voir que dans d'autres pays, et je prends comme tel vos remarques, dans d'autres pays, il y a d'autres façons de fonctionner où le Parlement est associé. On sait aussi que la Norvège a suspendu ses ventes d'armes aux Émirats arabes unis. D'autres parlements européens ont voté des résolutions, comme en Belgique ou aux Pays-Bas. 2 résolutions ont été déposées en ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on attend pour se saisir de ces résolutions et pour prendre le meilleur de ce qui peut se faire en Europe et essayer d'avancer, parce que les ventes d'armes, ce n'est pas une industrie comme une autre, et ça met en cause les droits humains, et on en voit bien les conséquences, qui sont des conséquences dramatiques, mais aussi en chaîne, comme je le disais hier, sur l'émigration, qui font suite aussi, et parfois de façon terrible, à nos décisions de vente d'armes. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur Mampé, pour votre exposé qui progressivement nous démontrait que notre pays n'était pas champion du monde en tout. Et qu'en matière de transparence, de démocratie, on avait quelques leçons, même si on prétend toujours être les meilleurs dans ce domaine, on a quand même quelques leçons à recevoir d'autres pays qui œuvrent à faire en sorte que les représentants du peuple, et même dans les royautés que vous avez citées, que les représentants du peuple soient ceux qui dirigent. Et moi, j'ai souvent eu le sentiment, j'ai souvent dit à mes concitoyens que j'avais souvent l'impression que mon pays était dirigé plutôt par des multinationales ou par le monde économique que par les représentants du peuple élus démocratiquement. Et c'est ce qui faisait d'ailleurs la misère et la pauvreté de notre démocratie, et que c'était là-dessus qu'il fallait peut-être agir demain pour redonner toute sa noblesse au pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je pense que les débats qu'on a en ce moment, on essaye de l'expliquer dans l'hémicycle, mais ça a du mal à être compris par nos collègues, que la tendance n'est pas forcément à améliorer la situation. Dans les règles que vous nous avez exposées et qui sont imposées pour les ventes d'armes, il y a notamment le respect du droit international.
qu'est-ce qu'on appelle le respect du droit international? Parce que moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui respecte le droit international. Il n'y a plus personne qui respecte les résolutions des Nations Unies. Ça ne gêne plus personne. C'est-à-dire qu'on est entré dans un monde où la règle du jeu n'est plus respectée. Et donc, dans ces cas-là, si on considère que c'est un des fondamentaux autorisant ou permettant les ventes d'armes, dès lors où il n'y a plus personne qui respecte les règles du jeu, il faudrait peut-être s'affranchir de vendre des armes, c'est-à-dire de considérer que ce commerce doit être suspendu le temps qu'on n'a pas trouvé de règles, parce que sinon c'est l'anarchie la plus complète. Moi, je lisais des choses. On a peu parlé d'Israël, qui est quand même, en tout cas, un fabricant. Je ne sais pas quelle quantité ils vendent, mais en termes de technologie, de capacité technologique, de puissance technologique, avec les armes du futur, les robots, enfin voilà, il y a une puissance impressionnante. Et on lit des choses où Israël vendrait des armes. Je mets tout ça au conditionnel parce que c'est sur Internet, on lit des trucs qui ne sont pas forcément des vérités absolues, mais par exemple en Ukraine, à des milices, etc., etc. Et là, ce qu'on voit, ce sont les ventes d'armes d'État à État, ce que vous nous avez expliqué, mais d'État ou de société à des groupes qui ne sont pas des États. Quel contrôle on a sur ces ventes? Quelle autorisation on a pour permettre ces ventes? Et est-ce que ça, c'est respecter les règles internationales? Et dans ces cas-là, si on ne les respecte pas, comment est-ce qu'on fait pour ne pas contribuer à soutenir ces pays qui vendent des armes à des milices ou pas? Donc, je pense que c'est important. Moi, je soutiens à nouveau, publiquement, la proposition de notre collègue Sébastien Nadeau en ce qui concerne la commission d'enquête. Il va bien falloir qu'on sorte de cette condition de droit de tirage, etc. On considère tous qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a un enjeu, etc. En commission des affaires étrangères, il va peut-être falloir que l'on pousse tous pour qu'il y ait transparence sur les ventes d'armes en Arabie Saoudite et l'utilisation des armes au Yémen. Et puis chez nous, en France, il va falloir aussi qu'on pousse, je termine là-dessus, Madame la Présidente, il va falloir aussi qu'on pousse pour que l'on ne nous oppose pas toujours le secret défense, parce que pour l'instant, en quoi il y a secret défense sur les ventes d'armes? En quoi? Il pourrait y avoir secret économique, secret des affaires, mais secret défense. Il y a sujet. Et donc, on essaye de lever ce secret défense là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le député. Laetitia Saint-Paul, en demandant aux collègues de respecter et de tenir dans les 2 minutes maintenant. Merci beaucoup. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses à charge. Donc, je tiens à souligner que la finalité de l'action de la France n'est pas de déstabiliser le monde et que les forces engagées ont pour objectif premier de gagner les cœurs et bien évidemment de ne pas déstabiliser le monde, et que cette envie de faire peser une telle responsabilité sur la France m'interpelle. Mais effectivement, nous pouvons nous interroger, puisque vous avez évoqué l'utilisation finale des armes. Quels sont les outils de vérification de cette utilisation finale, bien avant d'être à charge, comme on a pu l'entendre? Et dans quelle mesure nous pouvons penser à une hiérarchie des transferts des technologies à l'échelle européenne? Merci beaucoup. Sébastien Nadeau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci doublement parce que je crois que c'est très important que vous ayez invité Luc Mampae pour venir nous parler aujourd'hui de cette question des ventes d'armes, qui est une question éminemment démocratique, en tout cas qui touche vraiment au cœur de notre fonctionnement démocratique, dans un moment où nous discutons en parallèle de réforme constitutionnelle. Alors, je viens d'entendre ma collègue, je suis dans le même groupe, qui parle de questions à charge. On n'est pas du tout sur ce registre-là, je suis vraiment désolé. Alors, j'avais prévu de poser un certain nombre de questions, je les poserai à un autre moment. Je vais revenir sur cette résolution, puisque quand même, un certain nombre d'entre vous, chers collègues, l'ont évoqué. Alors, cette résolution, elle demande quoi? Elle demande la création d'une commission d'enquête sur le respect des engagements internationaux de la France au regard des autorisations d'exportation d'armes, munitions, formations, services et assistance accordées ces 3 dernières années aux belligérants du conflit au Yémen. Voilà la demande qui est effectuée dans cette résolution. En quoi cette demande pose-t-elle problème? Moi, je m'adresse à vous aujourd'hui, chers collègues, pour savoir en quoi elle pose problème, dans la mesure où, effectivement, cette résolution, pour l'instant, elle est là, elle est posée, et on n'avance pas. Et pourquoi on n'avance pas? Tout simplement parce que
on a une difficulté à l'amener en débat. J'ai entendu dans le début de votre intervention que le contrôle des armes, c'était une matière neuve. Et donc la question aujourd'hui, à travers cette résolution, c'est est-ce qu'on va s'emparer de cette matière neuve ou est-ce que la France va être le dernier élève de la classe, le mauvais élève de la classe, et continuer comme le font d'autres pays. Et certes, c'est vrai, il y a des pays comme la Chine qui probablement ne sont pas exemplaires en la matière, mais la question c'est nous, c'est la France. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on effectue un contrôle démocratique ou pas sur cette question? Donc, moi, ce que je voudrais apporter comme information sur la procédure de cette résolution, elle a été renvoyée à la Commission des Affaires étrangères. J'ai le document qui peut l'attester. Et donc aujourd'hui, la question, elle est de savoir si, Madame la Présidente, parce que dans l'information que j'ai, c'est en aucun cas la conférence des présidents n'a autorité pour obliger une commission à débattre de tel ou tel sujet. Donc nous avons la liberté, nous, commission des affaires étrangères, de s'emparer du débat sur la question des ventes d'armes, sur la question du respect des traités internationaux. Et cette question-là, nous pouvons la mettre en débat à la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il ne tient qu'à vous, chers collègues, que nous le fassions très prochainement. Merci beaucoup, monsieur le député. C'est bien de rappeler que nous avons, nous, Commission des affaires étrangères, une liberté. Et effectivement, nous l'assumons ce matin. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que cette réunion soit consacrée à cette question que je considère extrêmement importante. Donc oui, nous sommes libres, nous avons cette liberté du débat. Nous avons d'autres moyens, d'autres outils. Nous avons la capacité, par exemple, de conduire des missions d'information sur tous les sujets qui nous semblent utiles et pertinents. Je rappelle simplement que la Commission des affaires étrangères, ce n'est pas elle qui décide de la mise à l'ordre du jour des propositions de résolution, qu'il y a un règlement de l'Assemblée. Je communiquerai le texte. Il y a une réforme constitutionnelle, un changement en cours. Peut-être qu'on peut changer le règlement derrière. Moi, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Je ne vais pas donner lecture maintenant de la lettre du président de l'Assemblée, mais je le pourrai, si vous voulez. Comme ça clarifiera définitivement la question. Mais je crois que c'est très important ici que les députés qui souhaitent que cette proposition de résolution soit débattue, et moi je peux tout à fait le comprendre, s'adressent à ceux qui peuvent en décider, c'est-à-dire aux groupes parlementaires. Et donc c'est assez simple. Il y a d'abord le débat en commission des affaires des étrangères. C'est comme ça que ça marche. Monsieur le député, on ne fait pas le débat ensemble, vous et moi. Je rappelle les faits. Donc je veux bien vous lire. Voilà, aucune disposition n'oblige la Commission des affaires étrangères à désigner un rapporteur et à examiner un rapport, sauf dans deux hypothèses. La première serait celle où un groupe d'opposition ou minoritaire déciderait d'exercer sur ce texte son droit de tirage en matière de création d'une commission d'enquête. D'accord? Il y a un certain nombre... Vous avez raison, on n'est pas obligé. Nous ne sommes pas obligés, mais nous pouvons le faire. Nous ne débattons pas ensemble, vous et moi. Ça n'est pas là la question. Et la question de ce matin, et je vais revenir tout de suite à notre expert et continuer à donner la parole aux autres collègues, je fais simplement ce point. L'autre hypothèse serait celle de l'inscription de la discussion de cette proposition de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à l'initiative d'un groupe politique. Voilà, il y a suffisamment de groupes politiques dans cette Assemblée, il y en a 7, je vous le rappelle, qui peuvent le demander. Le député me... Voilà, c'est très simple, c'est extrêmement simple. Hein, voilà, c'est très facile. Par contre, je le redis, notre commission... Elle a tous les droits. Elle a les droits du débat. Et j'ai choisi volontairement aujourd'hui d'avoir une audition publique sur cette question et de faire venir le directeur du GRIP parce que je considère que le Parlement français est en retard de façon importante. Et on l'a vu dans le tour d'Europe qui vient d'être fait sur la manière, au fond, de contrôler, d'évaluer. Nous pouvons avoir une meilleure information. Nous pouvons avoir une information plus détaillée, nous pouvons avoir des rapports additionnels, nous pouvons avoir des commissions ad hoc. Il y a énormément de chemin à faire, je pense, pour un meilleur contrôle du Parlement. Et là, nous sommes dans notre rôle. Et je le rappelle, nous pouvons, par exemple, décider aussi d'une mission d'information. Mais je le redis, pour les propositions de résolution et pour les commissions d'enquête, il y a 7 groupes. Écoutez... Voilà, c'est assez simple. Monsieur le député, on n'ouvre pas le débat entre vous et moi, ça n'est pas intéressant. Et on continue maintenant à écouter les collègues. Jean-François Mbaye. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur pour vos propos. Je note d'ailleurs que vous terminez vos propos, Madame la Présidente, en disant que le Parlement français est en retard.
J'aimerais, moi, ce matin, intervenir sur les chiffres croissants de l'exportation et sur le contrôle, justement, par le Parlement de cette vente d'armes. Les exportations d'armement françaises, aussi bien en prise de commande qu'en livraison, ont augmenté depuis 2012, atteignant en 2014, pour ce qui concerne les prises de commande, environ 8 milliards d'euros depuis 2009, et s'agissant des livraisons, environ 6,2 milliards d'euros en 2015. Cette constante progression ne peut pas relever que de la seule action gouvernementale, ni même du seul héritage gaulliste qui, dès les années 60, mettait en place une politique d'exportation tout azimut. Aussi, monsieur le directeur, à la lumière de vos propos, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer aujourd'hui ou nous dire quels sont les autres indicateurs qui permettent d'expliquer une telle croissance dans l'exportation. Et puis, si vous pouvez aussi nous dire quelles sont les limites de cette exportation. Par ailleurs, monsieur le directeur, et madame la présidente, vous l'avez aussi rappelé, la France est engagée en matière de vente d'armes par 2 textes, l'un sous l'égide de l'Union européenne, l'autre sous l'égide des Nations unies. La position commune du Conseil du 8 décembre 2008 stipule que chaque État membre évalue au cas par cas toute demande d'exportation de matériel militaire. Le traité sur le commerce des armes, ratifié par la France en 2014, stipule qu'un État partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes s'il a connaissance qu'elle pourrait servir à commettre des violations de la Convention de Genève, des crimes de guerre ou des attaques contre les civils. Nous respectons le travail de ces services chargés de ces décisions difficiles. En revanche, et je m'inscris aussi comme bon nombre de mes collègues parlementaires ici, nous nous étonnons aussi que la France soit aujourd'hui un des rares États à donner aussi peu de poids au contrôle du Parlement. Si nous prenons l'exemple du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou de la Suède, et vous les avez rappelés, nous voyons que les parlements sont très impliqués dans le contrôle des ventes d'armes. Je termine, madame la présidente. Donc ces exemples, vous les avez rappelés. L'opinion publique ici en France demande un équilibre des pouvoirs entre les services administratifs, aussi compétents soient-ils, et les parlementaires. Monsieur le directeur, une question, ou peut-être un constat, peut-être que vous partagez ce constat. Quelle analyse, monsieur le directeur, faites-vous du dernier rapport du ministère des Armées remis au Parlement et dont une ONG pointe du doigt encore une fois un manque de transparence et des transferts irresponsables? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Bertrand Bouix. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur pour votre exposé. En tant que député du Calvados, venant de Normandie, une terre marquée par le dernier conflit, en tant que rapporteur également sur l'adhésion au protocole contre le trafic illicite d'armes de petit calibre, j'ai envie de dire, est-ce que vous pourriez éventuellement, à l'ensemble des parlementaires, nous dire quelles mesures urgentes aujourd'hui le Parlement français devrait mettre en œuvre pour aller plus loin dans le contrôle des ventes d'armes, de nos exportations, et effectivement aller plus loin que le simple rapport sur les exportations qui nous est aujourd'hui présenté. Merci. Merci beaucoup. Valérie Boyer. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, et merci à vous Monsieur Mampey de venir aujourd'hui à notre rencontre pour nous parler de ces sujets importants que sont les contrats d'armement des pays européens et notamment en matière d'exportation. L'Europe et la France en particulier, il est vrai, ont une longue tradition militaire et tout ce qui en découle, et notamment en matière d'industrie de l'armement. Aujourd'hui, si la France est moins sollicitée dans les conflits mondiaux, ce qu'elle ne le fut auparavant, elle reste cependant une des principales nations en matière de technologie militaire. Ça a été souligné. C'est un fleuron de notre industrie également. Preuve en est, depuis 10 ans, qui a été notre pire année en matière d'exportation d'armement, ça a été celle de 2010, avec tout de même 5 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Aujourd'hui, avec les conflits mondiaux, la question de nos contrats relève d'une réelle question de géopolitique, et vous l'avez souligné. Quel pays armé ou ne pas armé, quel pays privilégié ou ne pas privilégié, vers qui nous tourner dans un jeu de dupes qui est le grand concert des nations. Rappelons-nous que notre seul ennemi pour l'instant, en tout cas celui que nous avons déclaré, c'est le totalitarisme islamique, le seul ennemi déclaré. Il est un enjeu national à redéfinir nos contrats d'armement pour les mettre au service d'une diplomatie ou au service d'une industrie. Et ça a été souligné par bon nombre de mes collègues de tous bords. C'est vrai que l'angle mort, c'est le Parlement, qui est tenu à l'écart de toutes ces discussions. Et armer certains de nos clients révèle au mieux de l'inconscience, au pire de la schizophrénie.
Et nous avons 2 clients majeurs pour lesquels il serait souhaitable de redéfinir des objectifs stratégiques. Le premier, eh bien, c'est l'Arabie saoudite, ceux-là même qui, comme Daesh, prennent le wahhabisme et tous ses préceptes, dont la charia, ceux-là même qui mettent à sac le Yémen aujourd'hui dans l'indifférence internationale totale. On massacre tranquille au Yémen, on y meurt d'ailleurs pas que des armes mais aussi des maladies qu'on croyait disparues de la planète. Et on ne peut pas d'un côté combattre une idéologie en Syrie et en Irak et de l'autre continuer à armer un État qui prône ces mêmes idéologies. Soyons très clairs, un tel régime que le régime saoudien est l'idéal des djihadistes de Daesh. On ne peut pas combattre ceux qui souhaitent établir une société wahhabiste en Syrie et continuer d'entretenir des liens d'armement avec ceux que nos ennemis prennent pour modèle. J'allais même dire qu'on ne peut pas le recevoir avec tous les honneurs. D'autant plus qu'on ne connaît pas les liens exacts entre ces 2 frères idéologiques. Le second client majeur, et j'en terminerai par là, Madame la Présidente, de la France pour lequel il faudrait réfléchir, c'est l'Inde. J'évoquais la semaine dernière la course à l'armement que l'État indien mène avec une république islamique au Pakistan. Nous disons qu'il serait souhaitable d'être à l'initiative d'une négociation relative au désarmement de ces 2 États, car ce sont 2 des 2 plus grands dangers pour la paix mondiale, avec le conflit non résolu et latent au Cachemire. Et je ne parle même pas des difficultés très importantes qu'il y a dans la population indienne, que la presse relate de temps en temps. Nous ne pouvons pas souhaiter une démilitarisation de la zone, et continuer d'armer l'un des 2 belligérants. J'avais d'ailleurs souligné la semaine dernière, je crois, l'ambiguïté de l'État pakistanais dans la lutte contre nos ennemis terroristes. L'inflation des armes au Pakistan pourrait être aussi un danger. 2 minutes, Madame la Présidente. Ainsi, continuer à armer le Pakistan à s'armer également et à enclencher l'engrenage, le cercle vicieux de l'inflation des armes dans ce jeu à 3 avec la Chine, alliée du Pakistan, et dans cette région du monde où la paix est menacée, qui compte plus de 2,5 milliards d'habitants. Dans cette situation, mieux vaut prôner le nier et le désarmement. Et effectivement, la Chine, qui consacre, je crois, 10% de son budget, qui n'est pas négligeable, à l'armement, là aussi, c'est une vraie question avec les transferts de technologie que nous y opérons. Donc, armer certaines puissances mondiales, pourquoi pas, mais armer nos alliés ou armer les ennemis de nos ennemis, ce sont vraiment des questions qui sont absolument stratégiques et pour lesquelles le Parlement est tenu à l'écart. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci. Je donne maintenant la parole à notre collègue, membre de la Commission de la Défense, Philippe Michel Klesbauer. Oui, merci Madame la Présidente. Ces débats sont très intéressants parce que justement, ils mériteraient que nous les ayons plus souvent. Et permettez-moi de faire 3 précisions avant de vous poser une question, Madame la Présidente. À notre ami, notre collègue Lecoq, on comprend bien votre position, mais juste pour mémoire, quand on fabrique un sous-marin, la CNLE, c'est 1 200 000 pièces. Vous représentez facilement la masse de travail à laquelle ça correspond. Pour notre collègue Cordier, la Commission de la Défense auditionne la ministre de la Défense sur ces questions d'armes. Ça s'est fait récemment, mais évidemment, on n'a pas son mot à dire. On est juste là à poser des questions, comme nous le faisons tous ensemble aujourd'hui. Et pour notre collègue Nadeau, qui a introduit la question de la réforme constitutionnelle, dans les débats desquels on aborde certains le fait de changer les commissions de l'Assemblée nationale, pourquoi pas, Madame la Présidente, de proposer une sous-commission Affaires étrangères et défense qui suivrait ces questions-là, co-présidée par les 2 présidents et avec un représentant de chaque groupe. Voilà une proposition que je me permets de faire ou de vous demander si ce n'est pas redondant avec des délégations que vous avez déjà constituées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur Mampé, je me tourne vers vous. Donc, un certain nombre de questions ont été posées. Le temps a couru pas mal. Nous avons la secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale qui va arriver dans quelques minutes. Donc, essayez de faire au mieux dans le temps imparti. Merci. Mais donc, je n'aurai moi-même que 2 minutes aussi pour répondre à l'ensemble de vos questions. Mais donc, ce n'est pas possible. Mais il y a quand même 2-3 points sur lesquels je souhaite réagir, puisqu'on me demande, c'est bien, on a parfois l'impression qu'en Europe, on veut laver plus blanc que blanc. Et que fait la Russie? Que fait l'Inde? Que fait la Chine? J'en sais rien. On a très peu d'informations sur les procédures en cours dans ces pays-là. Mais moi, je refuse d'entrer dans cette logique de dire si nous ne vendons pas, les autres le feront. Et les questions, c'est tout simplement, mais elle est où la France des droits de l'homme? Ça n'existe plus. Quelles sont les valeurs de l'Union européenne en termes de paix, de démocratie, d'humanisme? Je pense que
on est attaché à certaines valeurs, à certaines idées de la démocratie, à une certaine vision du monde, et nous devons être cohérents avec les règles que nous nous sommes nous-mêmes imposées, et effectivement imposer des normes les plus strictes au regard des droits humains en matière de commerce des armes. Il y a quand même, quand on regarde des pays comme l'Arabie saoudite, puisqu'on en a beaucoup parlé, la question n'est pas d'interdire les ventes d'armes, bien entendu. Le GRIP non plus ne se positionne pas sur ce terrain-là, comme peuvent le faire peut-être d'autres ONG. Acquérir des armes est un droit légitime au regard de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais quand on voit un pays comme l'Arabie saoudite, il y a un problème de légitime suffisance qui est largement dépassé, un surarmement qui est absolument hallucinant. En Belgique, nous vendons surtout des armes légères de petit calibre. Je peux vous dire qu'avec tout ce qui a été vendu en Arabie saoudite sur les quelques dernières années, chaque Saoudien n'a pas assez de 4 bras pour porter tous les fusils d'assaut que nous avons vendus là-bas. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui est fait de tous ces équipements? Et les risques de détournement sont énormes. Exemple, risque de détournement, on a retrouvé en Libye et par la suite, on a parlé du G5 Sahel, je ne sais plus, c'était M. Fuchs, je crois, qui a abordé la question du G5 Sahel et de problème dans ce pays-là, mais on a retrouvé en Libye et puis ailleurs dans la région Sahel des armes légères belges, des fusils FAL, qui en fait avaient été exportés tout à fait légalement vers le Qatar dans les années 70. Et c'est là qu'on mesure effectivement l'importance d'avoir des règles strictes, d'avoir un système de traçabilité, de pouvoir faire des contrôles sur les risques de détournement, de réexportation non souhaitée. Donc c'est important d'avoir des règles strictes aussi pour assurer notre sécurité collective à l'avenir. Il y a eu une interpellation effectivement sur l'abondance de normes qui sont paralysantes. Alors, c'est peut-être vrai. Alors, on entend beaucoup les entreprises se plaindre aujourd'hui des normes, et notamment de celles qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la directive 2009 sur les transferts intracommunautaires, ce qui est quand même paradoxal. Une directive, si je me souviens bien, qui a été voulue quand même surtout d'abord par l'industrie elle-même. Alors, c'est vrai qu'il y a quantité de normes, mais je pense qu'il n'y en a pas moins aux États-Unis. Ça implique des documents, ça implique des certificats, ça implique une charge administrative énorme. Je pense que là aussi, on mesure les conséquences de l'absence d'une intégration européenne suffisante. Je sais que mon point de vue ne sera pas nécessairement partagé par tous. Moi, je suis un Européen convaincu et un fédéraliste convaincu. Et je pense qu'inévitablement, la question du commerce des armes aussi est amenée à être portée progressivement à un niveau européen. Aujourd'hui, la Commission prend de plus en plus d'importance sur les questions défense, sur les questions militaires. Dès le moment où c'est la Commission qui se préoccupe de la compétitivité des industries européennes, où c'est la Commission qui va commencer à financer des programmes de défense, financer un fonds européen pour la recherche, progressivement, elle prendra aussi des prérogatives supplémentaires en termes de contrôle des exportations d'armement. Aujourd'hui, effectivement, on perd énormément de temps pour harmoniser des systèmes au niveau des 28, et puis pour mettre tout ça en phase au niveau du COARM, au niveau européen. Je pense que là aussi, il y a une perte d'énergie et des charges administratives énormes dont on pourrait peut-être s'affranchir à l'avenir. Il y a effectivement une chose, c'est peut-être... on évoque effectivement la croissance hallucinante, enfin pas hallucinante, mais régulière des dépenses militaires. Ce qu'on observe aussi, c'est malgré tout une croissance des transferts d'armement dans le monde, comme le démontrent les chiffres du CIPRI, donc l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm. Et là, bon, c'est quelque chose qui m'interpelle, comme à vous tous. Je n'ai pas de réponse à ça. J'observe aussi que malgré un cadre légal, de plus en plus juridiquement contraignant, des normes internationales, des normes européennes de plus en plus strictes et restrictives, le commerce international ne cesse de croître malgré tout. Il y a tout de même certaines indications, notamment au niveau de l'Union européenne. Il y a des études qui ont été faites et qui démontrent malgré tout que depuis l'adoption déjà du code de conduite, malgré tout,
les ventes d'armes vers les pays qui sont les moins respectueux des droits humains sont en décroissance. Même si globalement le volume des transferts d'armes continue à croître, il y a quand même une évolution en termes qualitatifs sur le contrôle des destinations. J'avais fait pour le GRIP une étude aussi sur les ventes d'armes vers les pays les plus pauvres, en faisant une comparaison des ventes d'armes vers les pays qui ont l'indice de développement humain établi par le PNUD des Nations Unies le plus faible. On regarde effectivement là une évolution quand même assez nette de décroissance d'exportation vers ces pays-là. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire que les critères d'ordre éthique sont des critères inutiles. Je crois qu'ils ont pu démontrer, malgré tout, leur efficacité. Je crois que, je vais terminer là-dessus, parce que je pense qu'effectivement, le temps passe, mais nous avons une certaine vision du monde, nous avons une certaine conception des droits humains, de la paix, de la démocratie. Nous devons être cohérents et assumer les règles que nous avons choisi nous-mêmes de nous assumer, de nous imposer et de respecter les traités auxquels nous avons adhéré, notamment le traité sur le commerce des armes. Et effectivement, la dimension éthique est une dimension importante. On a le problème dans l'Union européenne, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, très clairement, quel premier exportateur est de loin devant tous les autres. Aux États-Unis, c'est une question qui est uniquement et pratiquement exclusivement une question de politique étrangère. Les armes sont là pour soutenir la politique étrangère des États-Unis, et les entreprises américaines ont cette chance effectivement d'être beaucoup moins dépendantes que les nôtres au marché d'exportation. Leur marché national est déjà suffisamment important pour cela. En Europe, effectivement, aucune de nos industries ne peut survivre uniquement grâce aux achats de nos armées nationales. Je pense que là aussi, c'est sans doute là aussi un manque d'intégration. Il y a encore quantité de secteurs de l'industrie de l'armement où l'intégration européenne n'est pas suffisante, où il y a trop de concurrence entre les groupes européens qui tous finalement se battent pour les mêmes marchés d'exportation, y compris vers les destinations les plus exotiques et problématiques. Merci. Je remercie beaucoup Luc Mampé d'être venu ce matin. Je vous ai demandé de venir parce que je pense qu'il était très intéressant de faire ce tour d'horizon pour montrer qu'ailleurs, il y a de bonnes pratiques et qu'on pourrait utilement s'en inspirer. Valérie Boyer a dit l'angle mort, c'est le Parlement. Je partage absolument ce point de vue. Je pense que nous devons travailler à mettre en œuvre, au fond, un dispositif de contrôle qui permette à notre Parlement de vérifier que le droit international est bien respecté dans cette matière. Voilà, c'est simple. Avec un certain nombre d'objectifs, je pense qu'il faut probablement améliorer la substance des rapports, améliorer leur périodicité et leur suivi. Pourquoi pas avoir des rapports additionnels comme d'autres pays ont, et pourquoi pas avoir une délégation parlementaire ad hoc sur la question. Donc tout ceci, ce sont des pistes de réflexion. Moi, je souhaitais qu'on les ouvre ce matin. Ça n'est pas ça dans votre domaine, mais je proposerai à notre commission des affaires étrangères, et ça c'est dans notre champ de compétences et c'est dans notre mission, que nous mettions en place sur ces questions du contrôle une mission d'information qui pourra mettre sur la table un certain nombre de propositions pour mettre le Parlement français, l'Assemblée nationale française, bien au niveau des parlements qui nous entourent et au niveau d'exigence qui devrait être le nôtre, parce que je pense que la France a en ce domaine une responsabilité et que de ce point de vue-là, notre Parlement doit avancer d'une façon extrêmement concrète pour se mettre au niveau des autres parlements de manière à contrôler effectivement la réalité de ce que nous souhaitons et de la conformité au droit international. Donc, merci d'avoir participé à ce travail et à nos travaux. C'était une première réunion pour ouvrir le débat sur ces questions. Ces questions sont très importantes et comme vous l'avez tous bien compris, nous avons l'intention de nous en saisir. Voilà, je vous remercie mille fois, Luc Mampé, et nous allons maintenant accueillir la secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale, mais là nous serons à huis clos.